Je vous avais dit qu'on ne pourrait pas tout refaire en 3 heures, ce n'était pas possible, mais en tout cas, on sait que ce sont des sujets passionnants. C'est aussi la force d'agir, de réussir, je le disais, à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs pour se parler et construire effectivement des avenirs constructifs. On a beaucoup parlé de ce sujet au cours de la journée en filigrane, un petit peu en travers, et il était important de pouvoir le traiter de façon un peu plus approfondie, avec des personnes tout autant passionnantes. Je vous invite à la 3e table ronde qui va être animée par Jennifer Février, qui est membre d'Agir pour la petite enfance, ambassadrice sur l'éveil artistique et culturel éclat. Je vais également inviter Marie-Jean Maître, formatrice, conférencière petite enfance culture. Émilie Lebel, qui est médiatrice culturelle indépendante, fondatrice des Regards en miroir. Sandra Abreu, qui est artiste plasticienne, fondatrice de l'Île aux Minots. Ludovic Blanchard, coordinateur de 193 Soleil. Et Émile Jadoul, que vous connaissez maintenant parmi ses nombreuses casquettes. Alors vous allez voir, on va continuer à rebondir. Je ne sais pas s'il y a eu un thème sur rebondir à un moment donné dans une année. Non, bah c'est à garder en tête parce que ça revient quand même souvent. Ah ouais, ça. Alors je suis ravie d'animer cette dernière table ronde. Donc tenez le coup, hein, on va essayer d'être concis, mais vous allez voir que cette thématique, elle est quand même très riche, puisque le thème, donc, c'est comment l'intégration des richesses culturelles de notre territoire dans les pratiques professionnelles permettent d'offrir aux enfants une ouverture d'esprit dès le plus jeune âge. Voilà, vaste question à laquelle on va tenter de répondre, en tout cas, voilà, on va donner quelques pistes. Donc, pour tenter de répondre à cette question, je suis heureuse de présenter nos 5 invités. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer en visio et on a parlé sur cette thématique et on a donné quelques axes. Donc, on a quelques questions qui réfléchissent sur cet axe. Donc, Marie-Jean Maître, créatrice de la Maison de la Créativité de Genève, qu'elle a dirigée pendant 8 ans. Elle a été également responsable de structure petite enfance, directrice de l'éveil culturel et artistique de la petite enfance de la ville de Genève. Aujourd'hui, elle est formatrice, conférencière et consultante et elle a fondé l'association Envie. Bonjour. Émilie Lebel, médiatrice culturelle indépendante depuis 2018, fondatrice des Regards en miroir, qui est une structure de médiation culturelle au croisement de l'art, de l'éducation et de la philosophie. Émilie est également la cofondatrice du collectif de médiation culturelle indépendante WOW. Et elle a également créé le podcast Pouce, qui est dédié à l'art auprès de l'enfance et de la jeunesse. Ludovic Blanchard, bonjour. Donc vous travaillez depuis 10 ans dans l'association 193 Soleil. Ouais, je vais faire le lapsus. Donc qui promeut l'éveil artistique dès le plus jeune âge. Donc c'est une véritable structure relais, puisque l'asso a une double mission, celle d'accompagner la création artistique contemporaine, sensibilisation les professionnels de la petite enfance, et notamment s'adresser directement aux familles tout au long de l'année avec le festival du même nom. Sandra Abreu, qui est artiste plasticienne depuis 20 ans, art thérapeute et fondatrice de l'association l'Île aux Minots. Et enfin, Émile Jadoul, qu'on ne présente plus aujourd'hui, le parrain de notre édition. Alors, quand on a préparé la table ronde, à partir de cette question, notre thématique, la question, moi, qui est ressortie de ce qu'on a pu se dire avec Marie-Jean, c'était de savoir comment les professionnels peuvent réintégrer ou même intégrer la créativité dans un quotidien qui est très normé et cadencé, et quel enrichissement ça apporte aux enfants comme aux professionnels. Merci beaucoup. Donc, merci, je redis mes remerciements pour cette invitation. Vraiment, c'est des journées, des temps d'échange ouvreurs de possibles. Je trouve ça vraiment fantastique. Alors, à cette question-là, moi, je dirais, donc, je vais un petit peu parler de cette association que l'on a montée, juste pour vous donner quelles sont ses orientations. Hein. Alors, on parle simplement, notre ambition, c'est de réenchanter notre petite part du monde. C'est très peu ambitieux, ou c'est très ambitieux, je ne sais pas. On a comme slogan « Autre chose, autrement ». L'idée étant de réfléchir différemment, de faire parfois un pas de côté, de fermer les yeux et de se dire « Allez, on recommence à zéro et on va peut-être trouver d'autres façons de faire ».
Et puis mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et une autre petite phrase que l'on dit souvent, de plus de pourquoi pas et moins de oui mais. Voilà pour cette association. Mais pour répondre vraiment à la question, pour moi, il ne s'agit pas de réintégrer des richesses culturelles. Je crois que c'est plutôt d'arrêter de filtrer le monde pour la petite enfance. Si on ferme les yeux, si on fait ce petit pas de côté, puis qu'on se dit, allez, on recommence, ce qui se passe aujourd'hui, en termes d'univers enfantin, moi, ça me donne le frisson. Ces univers dans lesquels on fait vivre les enfants, je dirais presque que ce sont comme un petit jeu vidéo qu'on a créé pour eux, dans lequel qui a ses codes, donc ses jouets, bien sûr. Hein, enfance égale jouet, mais ça, c'est une invention. Enfance égale jouet. Enfance égale comptine, c'est aussi une invention. Enfance égale petit dessin, petit coloriage, petit. Ça manque d'espace large et l'espace du monde qui, à mon avis, on ne leur offre pas. J'ai l'impression que l'on filtre le monde, qu'on a décidé, alors pour des raisons économiques, entre autres, hein, parce que les jouets, je veux dire, s'ils s'arrêtent, il y a toute une part économique qui meurt. Donc je pense pour des raisons économiques. Pour des raisons, après, je n'ai pas fait cette étude de savoir pourquoi on cautionne ça en permanence, à part le coût de ces univers enfantins qui sont une manne incroyable. Mais si vraiment on veut à un moment, alors je prends souvent cette image, on est des poissons dans l'eau, on est tellement dans l'eau depuis des années qu'on ne sait même pas qu'on est dans l'eau. Il y a des poissons volants qui ont cette capacité de sortir de l'eau et de regarder. Et quand on regarde cet univers dans lequel on fait vivre les enfants, globalement, ça donne le vertige. Pour moi, je me dis, mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi on en est là? Et c'est vrai que les Giraffe Awards et tout ce travail autour de l'éveil culturel et artistique rouvre le monde, donne un accès à ce vrai monde. Alors quand je parle d'une part de ce monde qui quitte la dynamique enfantine, mais aussi toute la diversité dont on prive les enfants. Alors si on prend la musique, comptine oui, mais pas que. Et le jazz, et les musiques du monde, et le rap, où sont-ils dans l'univers de l'enfant? Si l'on parle de jouets, je ne vais pas dire, même si j'aime bien me faire l'avocat du diable et dire plus de jouets. Quand je faisais mes études, en 82, je me disais je voudrais une crèche sans jouets. Après, j'ai créé la Maison de la Créativité, qui est un lieu sans jouets. Mais même si on peut se dire certains jouets, mais est-ce qu'on a encore ce libre arbitre de se dire de quels jouets les enfants ont-ils besoin? Et on peut remplacer le mot jouet par objet de jeu. Et là, on a tout le monde à offrir, ce qui se passe quand on voit toutes ces propositions des Giraffe Awards, il est clair qu'on a cette ouverture sur les objets de jeu qui offre à l'enfant de vraies matières. Il n'y a pas que du bois et du plastique, mais il y a le fer aussi. Alors, Sarah qui propose toutes ces matières incroyables, mais dans le quotidien, et là j'ai aussi un autre cheval de bataille, c'est pas seulement sur un moment d'une semaine ou autre. Je pense que le quotidien des enfants devrait être réouvert sur la beauté du monde, sur tout ce qu'on peut leur amener. Je dis souvent qu'il y a pour moi trois phrases. Alors j'ai une carrière assez longue et mon projet pédagogique est passé d'un classeur à un plus petit, une feuille. Maintenant j'ai 3 phrases. Amener le monde à l'enfant, amener l'enfant au monde et vivre ces rencontres et accompagner l'enfant dans ces rencontres, avec les codes sociaux, bien sûr. Avec ça, on a de quoi faire. Alors, pour rebondir aussi, sur le thème de après à l'infini, ça n'a jamais de fin. Tellement le monde est vaste, tellement le monde est beau. Je vous donne un autre exemple. Les couleurs. Les couleurs de la petite enfance. Enfin, j'ai pris quelques photos, parce que je vais faire une intervention à Chambéry demain, et j'ai pris des photos de ces univers. Je ne sais pas si je peux dire le nom, mais tous ces gens qui nous vendent des meubles incroyables qui sont dans toutes les crèches. Mais c'est à faire peur. Les couleurs sont... Alors, on est arrivé à faire rentrer un peu de couleur pastel. Mais pendant longtemps, rouge, vert, jaune, bleu. Si vous avez déjà eu dans les mains un nuancier de couleurs, mais c'est triste à mourir. Donc voilà, ça c'est la première image que je voulais vous donner. La deuxième, c'est l'importance de mettre pas seulement l'enfant au centre, mais on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais l'adulte au centre.
Il ne peut pas y avoir d'enfants joyeux sans adultes drôles. Il ne peut pas y avoir d'enfants gourmands sans adultes curieux. Donc il faut aller chercher cette curiosité. Et ça passe aussi par des salaires et des reconnaissances à ce niveau-là qui permettent vraiment de donner la place à ces professionnels qui peuvent avoir le temps et la chance d'amener ce monde à l'enfant avec toute la joie qu'on est en devoir de leur transmettre dans un monde qui est plein de doutes, plein de difficultés. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont besoin de ça. Et ce sont des adultes heureux de travailler, de partager tout ce monde qui rendront les enfants sereins. Souvent, on dit il y a beaucoup d'injonctions pour les adultes, mais ont-ils les moyens d'eux? Donc ça, c'est une grande question. Et le dernier point, j'ai encore 2 minutes. Le dernier point, c'est le levier que je prends toujours, c'est l'émerveillement. On en a aussi, il est apparu souvent. Pourquoi? Parce que l'émerveillement va drainer dans son sillon la créativité, l'art, la culture. Tout ça, voilà, c'est embarqué dans cette posture de l'adulte qui va s'émerveiller avec l'enfant. Et au lieu de se dire, parce que parfois ce métier est difficile, vivement la fin de la journée pour qu'enfin je commence à vivre, ça serait se dire sous la douche le matin, mais quelle part du monde je vais pouvoir amener aux enfants aujourd'hui? Quel va être notre voyage? Quelles vont être nos rencontres? Et c'est là que vraiment il y a tout un travail à faire, à mon avis, et arriver à se bousculer, en fait. J'ai écouté une interview de Bertrand Lévy, qui est professeur de philosophie, et qui disait, je ne sais pas, elle n'est peut-être pas très récente, mais qui disait qu'il fallait considérer l'enfance comme un horizon. Il faut cesser de considérer l'enfance comme un moment de la vie. L'enfance est d'une dimension de l'existence qui est toujours là. Aussi parce que l'enfance est empreinte de liberté, d'audace, et que c'est en nous, ça. C'est en nous, mais je pense qu'on nous a endormis, on nous a mis au fond de l'eau, et qu'il faut retrouver nos petites ailes de poissons volants pour inventer d'autres choses. Voilà. Alors, le pont avec Émilie va être assez simple à faire parce que lorsque on s'est rencontrés en visio, tout de suite, en fait, la thématique lui a parlé et elle me parlait de la valeur qu'on donne aux choses et aux expériences. Et justement, cette manière d'être, qui peut être difficile pour les professionnels, de retrouver cet émerveillement, d'être curieux, de se permettre d'être curieux, d'être gourmand. Et la question que j'avais pour Émilie, c'était comment on peut réussir à être en présence et partager le sens des expériences sans imposer une vision. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Déjà, j'avais envie de partager que moi, c'est mon premier Giraffe Award et je suis très touchée d'être là et très touchée par les paroles des professionnels de l'enfance parce que moi, j'ai plutôt évolué pendant 15 ans dans le milieu de la culture, de l'art, qui s'est intéressé là, ces dernières années plus fortement à la question du jeune enfant. Et en fait, je suis touchée justement, il y a une personne ce matin qui parlait de vos professions qui sont extrêmement créatives et moi, ça me touche énormément parce que je ne suis pas tous les jours en structure avec des enfants, mais je trouve que dans le monde de l'art, on a beaucoup de choses à partager, mais qu'on a besoin de vous aussi. On ne vous entend pas assez. Et ça m'a énormément émue d'entendre tout ce que vous faites et tout ce que vous portez au quotidien, parce qu'on a besoin d'entendre ça aussi dans les institutions culturelles. Je trouve qu'on ne l'entend pas assez fort. Parce que finalement, on a des métiers différents, mais il y a plein de mots que j'ai entendus aujourd'hui. Et moi, en tant que médiation, qui est le cœur de mon métier, c'est faire du lien. C'est vraiment cette notion de lien qui est la plus importante pour moi dans mon métier. Et dans le rapport de Sophie Marinopoulos, justement, quand elle parle de la santé culturelle, elle parle de la santé de nos liens. Et c'est en ça où l'art nous rassemble aujourd'hui. Et il y a une autre notion qui me touche aussi dans le rapport de Sophie Marinopoulos, c'est la question du temps et du ralentissement. Et quand il était justement question de cette table ronde de quelle est la richesse culturelle, qu'est-ce que la richesse? C'est cette question de valeur, c'est quelle valeur on donne aux choses
aux expériences. Et là, justement, avec tous les projets qui ont été montrés ce matin, qui ont été honorés, moi, ce qui me touche, c'est aussi qu'il n'y a pas de hiérarchie, qu'on a présenté des projets où il y avait autant des œuvres que des expériences relationnelles, que d'être dans la nature. Et c'est ça que je pense c'est aussi important de célébrer. Et dans cette question de présence, c'est quelle valeur, justement, on donne au moment et de ce qu'on partage avec les enfants. Parce que finalement, l'éveil artistique et culturel, Méline en parlait en introduction, ça ne doit pas être juste une tendance, une mode, ça ne doit pas être une accumulation, une consommation d'expériences, d'activités, mais ça doit vraiment être revenir à un moment, à l'être. Il y a aussi une personne de la ville de Lyon, venant de Lyon, ça m'a happé, qui parlait justement de, j'ai noté parce que ça m'a beaucoup touchée, de faire moins, que l'innovation aujourd'hui, ça doit justement être revenir à la simplicité et au moins. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a des projets où il faut de l'innovation, où il faut faire des choses incroyables, alors qu'en fait, c'est de revenir simplement à l'être et à s'autoriser à être avec les enfants dans une forme de plaisir et de retrouver l'enfant aussi qu'on a été et que pris dans cette course, dans cette société où on a des compétences, des performances, etc., on perd parfois cette notion-là au quotidien. Donc voilà, c'est comment on va donner de la valeur au moment partagé, c'est en faisant justement dialoguer nos sensibilités, nos cultures. Et je trouve que c'est aussi avec cet enjeu de cette table ronde qui parlait de l'ouverture d'esprit, d'aller vers, de la tolérance, de la capacité d'adaptation, d'autonomie, etc., qu'on veut permettre aux enfants. C'est aussi le challenge du vivre ensemble et du langage, de quel langage commun on peut partager, qu'il soit verbal et non verbal, et comment justement on va, et c'est ce que tu disais Marjan, donner du sens au monde qui nous entoure, pas enfermer les enfants dans un univers enfantin, mais comment on va leur donner les clés et la capacité de déchiffrer le monde avec aussi, nous, notre sensibilité, ce qui nous anime, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer. Comment ça, on le transmet et on le partage avec les enfants. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important justement dans cette qualité d'être et d'être disponible. Et en même temps, c'est quelque chose de très complexe de pouvoir justement partager le sens et notre interprétation du monde sans non plus l'imposer aux enfants. Comment on va leur donner cette liberté aussi d'interpréter le monde avec leur propre sensibilité, leur propre appétence. Comment on va cultiver ça un peu dans un échange et qu'est-ce qu'on met en condition pour que cet échange soit possible. Et ça, moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup dans les projets quand j'interviens dans des structures petite enfance, de justement partager le sens sans imposer une vision et d'être dans une observation active, dans une écoute et dans une improvisation. Où en fait, c'est vraiment de partir aussi de l'enfant. Et là, vous êtes plus compétente que moi pour parler de ça, mais moi, arrivant justement, n'étant pas au quotidien avec les enfants, j'arrive avec un pas de côté, peut-être une fraîcheur aussi sur certains moments. Et je pense que de nommer le sensoriel, de nommer l'action, ça ouvre aussi les imaginaires que, je ne sais pas comment dire, peut-être parler d'un exemple concret dont je te parlais, Jennifer. Je suis intervenue pendant 15 jours dans une structure petite enfance sur un projet cirque. Et on se dit, on fait du cirque, donc tout de suite, on peut arriver avec notre imaginaire du cirque. Le cirque, c'est le chapiteau, le nez rouge, le clown, etc., où finalement, on enferme le cirque dans un imaginaire précis. Alors que si on a une approche beaucoup plus ouverte et si on est dans une question de comment on s'empare de l'art au quotidien et on fait dialoguer l'extraordinaire et l'ordinaire, c'est finalement de revenir à l'essence d'une chose, à ses fondamentaux. Le cirque, en fait, au-delà de l'imaginaire collectif qu'on a, si on revient aux fondamentaux du cirque, le cirque, c'est prendre des risques, c'est la question du déséquilibre et de l'équilibre, c'est la question du cercle aussi, en tout cas dans le cirque primaire, le premier cirque, le rassemblement. C'est la question de la ligne, que ce soit la traversée ou les agrès.
Donc si en fait on revient à ces fondamentaux-là, d'un coup avec les enfants, plutôt que de leur proposer de faire des choses qui fassent cirque, c'est de leur faire vivre plutôt des expériences qui vont connecter à ces fondamentaux-là. Et où en travaillant avec les matières, avec des livres, en sortant avec eux, on peut vivre des expériences autour du cirque sans s'enfermer dans un imaginaire. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est en tout cas de revenir à l'essence même d'une chose pour ouvrir un peu plus l'interprétation du monde et d'être dans un aller-retour comme ça avec les enfants, voilà, qui offre de la liberté, du jeu et s'autoriser aussi à déconstruire les choses et à prendre du plaisir en tant qu'adulte. Et pour terminer, je voulais parler aussi de la question de l'espace qui permet justement de travailler autour de ce quotidien et de faire un pas de côté aussi, et d'avoir aussi des intervenants extérieurs qui puissent nourrir le quotidien, et notamment des médiateurs ou des artistes qui arrivent avec une démarche et un regard sur le monde. Voilà, merci. La transition est quand même parfaite puisqu'on va passer à Sandra. Donc Sandra qui est donc artiste plasticienne. Et on a la chance d'avoir 2 artistes sur notre table ronde quand même. Donc, vraiment, il y a cette question du lien, elle est vraiment très importante. Et on a quand même l'idée de la déconstruction puisque chaque professionnel va arriver avec son package, son histoire, ses représentations, notamment par exemple du cirque. Et la question en fait qui est arrivée en discutant avec Sandra, c'était de montrer que comment la position de l'artiste qui va pouvoir intervenir en structure va aider justement à la déconstruction de l'adulte, que ce soit du professionnel ou du parent, pour lui-même se ressourcer artistiquement et permettre justement ce langage commun. Alors bonjour, donc je suis Sandra. Déjà, je voulais dire merci à Agir de la petite enfance et tout particulièrement à Thomas Ullmann qui m'a invitée à cette table ronde. Et du coup, par rapport à ma position, déjà, c'est assez touchant. Depuis ce matin, en fait, on fait vraiment société parce que tous les intervenants qui sont venus autour de la petite enfance, que ce soit les professionnels de l'enfance, les politiques, les chercheurs, les parents, les enfants, en fait, là, on parle de vraiment comment amener, nous, en tant que regard d'adulte, d'avoir ce regard aussi par rapport à la petite enfance. Et c'est ce qui fait société aujourd'hui, c'est aussi de trouver sa place pour que cet enfant trouve sa place dans notre société aujourd'hui. Et par rapport à ma position d'artiste, en fait, je suis artiste plasticienne, mais d'abord, je viens aussi du soin psychique. Donc, où j'ai travaillé dans des centres médico-psychologiques pour les enfants. Et cette créativité innée que l'on a toutes et tous, elle est là, elle est sous-jacente et elle existe à tout à chacun. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment dans cette approche artistique, c'est de faire émerger chez l'autre cette créativité innée et comment faire que l'autre existe dans ce parcours, comment faire que l'autre puisse amener sa créativité, ce qu'il est lui. Et c'est pour ça que cette observation pendant 3 ans au sein des crèches m'a été une ressource énorme et a été une ressource artistique énorme parce qu'en fait l'enfant, lui, est dans cet acte inné, instinctif. Lui, il ne va pas faire pour vous faire plaisir, il va faire parce qu'il en a envie. Il va transformer ce que vous aurez mis en place et il va le distordre, il va le mettre à sa manière et il va vous donner, en tant qu'artiste, je pense, une richesse énorme de ressources de créativité. Et que l'on oublie peu à peu. Ce matin, en référence à M. Borst, c'est cette... Nous, en tant qu'adultes, on va réduire ce sensible, mais comment le remettre actif à toute étape de la vie. Et que je pense que cet espace, c'est un vrai espace de résilience aujourd'hui par rapport à nous, à nos enfants, en tant qu'adultes. Et pour le travail artistique, c'est vraiment ça. En fait, je pense, c'est assez rare que des artistes aussi viennent vers ce public de la petite enfance parce qu'ils ne sont pas non plus formés, ils ne sont pas aussi... ils
ils ont aussi cette appréhension aussi d'aller vers et de venir distordre son processus créatif. C'est pas facile pour un artiste aussi. Et donc, l'artiste, lui, les propositions, c'est aussi de venir décomposer la matière et de mettre cette matière où l'enfant lui-même va construire quelque chose à partir de ça. C'est aussi que l'enfant lui-même va transformer le paysage pour en faire un paysage artistique à sa manière. Et en fait, on voit bien, dans les crèches, ils chamboulent le paysage, il chamboule le dispositif qui au départ est mis en place, et il chamboule le positionnement des meubles mis en place, il chamboule tout. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qu'il faut aussi se permettre de laisser ce chamboulement. Et c'est là où c'est pas facile. Et pour moi, ça a été d'une richesse énorme aussi d'écouter les professionnels qui venaient me dire « Ah, mais ça c'est chouette, en fait, je n'avais jamais vu cet enfant comme ça. Ça, c'était intéressant parce qu'il l'a disposé comme ça. » Et vous avez encore plus d'idées après, de propositions. Et ça, c'est pour ça que de construire avec les professionnels est un binôme important en tant qu'artiste, je pense. C'est que on écoute d'abord la personne qui est là au quotidien pour savoir quels sont leurs besoins, ce qu'ils ont envie de découvrir dans les matières. Et ça, c'est rare aussi en fait, j'aimerais découvrir l'argile, j'aimerais découvrir le papier, comment il se construit, j'aimerais découvrir le carton, la transparence. Il y a tellement de thèmes inimaginables qu'en fait, vous êtes là et vous avez envie aussi de découvrir ça. Et quand vous faites partie de ce jeu, c'est une dimension extraordinaire pour l'enfant, parce que là, vous êtes accueillant, vous êtes aussi dans cette permission de liberté. Et quand le cadre y est artistique, je pense que ça apporte beaucoup dans l'échange et dans l'écoute de l'enfant. Donc voilà, c'est de se dire que là, dans la créativité, on a vraiment un langage commun qui est non-verbal. Et en fait, on n'a pas besoin d'en dire grand-chose, parce que l'enfant, lui, fait acte et lui montre ce qu'il a envie de mettre et qu'on l'écoute aussi. Voilà, je pense que... Et juste pour finir, vous pouvez retrouver... Sandra, elle a fondé Lilomino et elle est sur un projet Morphogénèse qui crée du lien. Donc n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux parce que c'est un super projet. Oui, et juste parce que justement on parlait de naissance, j'étais très honorée d'être au milieu de toutes ces personnes table ronde dont Marie-Jean par rapport à la Maison de la Créativité. Et de cette naissance, en fait, Morphogénèse, c'est vraiment la naissance de la forme. Et on y intègre des résidences de personnes âgées qui construisent, en fait, qui embarquent dans la conception. C'est pas que l'artiste, mais en fait, c'est aussi dans la transmission. Et tout le monde est embarqué pour mettre une restitution finale pour accueillir les familles et les enfants. Voilà. Alors Sandra, tu en parlais justement de cette idée que les artistes ne vont pas forcément vers les tout-petits. C'est un public qui est difficile, magnifique, mais difficile pour un artiste. Et justement, Ludovic, avec votre association, vous faites vraiment le lien, puisque vous accompagnez autant les artistes pour aller vers ce public, et en même temps, vous créez des espaces qui font grandir le lien parent-enfant, en même temps que le lien de ce duo avec les artistes. Comment ça se passe au niveau des ateliers et du festival qui est mis en place pour créer tout ça ? Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Alors du coup, on n'est pas du côté ni structure petite enfance, ni artiste en tant que tel, on est entre les deux. Et donc on met en relation le milieu de la petite enfance avec le milieu des arts vivants surtout, mais en mélangeant les arts plastiques. Et on va effectivement auprès des familles dans des cas d'ateliers. Mais je vais juste revenir sur le côté artiste rapidement parce que effectivement certains sont novices d'aller vers ce public-là. Généralement, ils ont une grande générosité et une envie, et on essaie de les accompagner avec des
parrains un peu plus anciens. Mais c'est au niveau du spectacle vivant, dans les formations, où il y a vraiment un manque de cette considération de ce public des tout-petits, et même au rabais. Si on n'arrive pas à faire un spectacle pour adultes, on va faire un spectacle jeune public, mais si on n'arrive pas à faire un spectacle jeune public, on va faire un spectacle pour les tout-petits. C'est un peu ce qui est malheureusement le constat. Donc il n'y a pas de petits spectacles pour les tout-petits, il y a des spectacles avant tout, et nous on essaie de montrer la qualité justement de cette diversité, et les artistes se battent pour aussi être payés de la même manière que ceux qui font pour les plus grands. Donc d'aller vers les familles dans le cadre de la Seine-Saint-Denis, un territoire très riche et qui a une particularité peut-être d'un réseau départemental de crèches de PMI sur lesquels on s'appuie beaucoup. On fait de la formation aussi auprès de ces professionnels pour l'accompagnement au spectacle vivant. Et donc, lorsqu'on est en relation avec eux, on est le trio enfants, professionnels, artistes. Et nous, on est la 4e personne. Il y a des trios souvent, et là, du coup, on est un peu en plus en observation, en accompagnement, pour d'un côté faire vivre l'expérience artistique, et puis d'aller plus loin. Donc, quand il y a des parents, effectivement, c'est d'aller plus loin, c'est d'aller vers le spectacle, d'aller vers les théâtres. Et nous, aussi pendant le festival, on est dans les parcs, c'est gratuit, et on a cet accès aux familles qui ne sont pas là forcément pour ça. Donc je vous disais, par exemple, dans les PMI, les parents qui viennent avec leur enfant ne viennent pas pour un atelier, ils viennent avant tout pour les soins. Et ils ont une rencontre avec des artistes qui sont là pour eux, et sans objectif précis. C'est une découverte d'instruments, une découverte de mouvements, de matières, d'une simplicité. Souvent, voilà, c'est un mot qui revient beaucoup, et les parents qui vont être surpris et cueillis comme ça, de pouvoir voir leur enfant s'émerveiller avec des choses simples, souvent naturelles aussi, qui peuvent glaner, qui ne sont pas des objets manufacturés, qui ne sont pas chers. Ça, c'est important, et que les artistes vont faire vivre. Parce qu'effectivement, on pourrait les poser comme ça et voir ce qui se passe, mais la sensibilité artistique va faire que ces matières vont s'animer, et même sans matière, la danse en particulier, va beaucoup toucher les enfants et les laisser libres de faire ce qu'ils veulent. Alors, ils peuvent être spectateurs, ils peuvent être acteurs. C'est ça aussi qu'on essaie de déconstruire par rapport au cliché un peu sur le spectacle aussi. C'est que c'est pas tout silence. L'enfant il va pas comprendre les directives, donc c'est pas comme pour les plus grands. Et donc le parent voit son enfant évoluer par la proposition, et aussi s'émerveiller lui-même. La position du parent qui va découvrir quelque chose pour lui aussi, c'est important de lui faire vivre ça. Donc à partir des ateliers, il y a cette possibilité assez facile de faire vivre l'adulte une expérience autant que son enfant, et donc de partager forcément, ou d'être aussi spectateur. Par rapport aux professionnels qui vont encadrer, vous en avez un petit peu parlé, c'est d'arriver à aussi les émerveiller, mais ils vont souvent se dire être un peu décalés par rapport à leur pratique, et ça va leur donner des idées. Donc nous, on va essayer de semer quelques graines, et ensuite laisser tout ça germer, mais revenir éventuellement plusieurs fois dans la même structure, avec les mêmes professionnels, avec les mêmes familles, mais pas forcément avec les mêmes artistes, pour pouvoir aussi ouvrir le champ des possibles, et après revenir vers eux en demandant ce qu'ils ont préféré, les choses vers lesquelles ils aimeraient aller pour un projet plus conséquent, et aiguiser le sens critique. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? C'est à peu près tout. Après, on voit l'importance quand même, et on en parlait, c'était du maillage territorial et de l'importance de travailler ensemble avec tous les autres services
pour pouvoir être autour des parents. Et là, c'est vrai que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Premier Cri, où on avait ce côté où les enfants qui étaient gardés à la maison étaient un peu, en tout cas en dehors de la semaine de la petite enfance, on pouvait passer entre les mailles du filet. Là, que vous arriviez dans les PMI directement, ça passe outre cela et ça arrive directement sans qu'ils le cherchent, justement. Oui, un peu la même chose dans les centres sociaux qui vont toucher des familles qui n'ont pas de mode de garde et qui viennent pour des activités assez peu pour la petite enfance, en fait. Il y a des endroits où il y a des référents famille qui essayent de toucher ce public 0-6 ans avec leur famille. Donc après les 3 ans, il y a l'école, mais il y a des choses en fin d'après-midi. Et aussi un mélange avec les assistants maternels dans ces lieux, ce qui fait qu'il y a des rencontres, de la socialisation dans ces cas-là. Et les échanges interculturels à ce moment-là sont riches, alors que c'est des gens du même quartier qui se connaissent, qui vont se rencontrer d'une autre manière. Des choses qui vont revenir aussi de l'enfance dans certains, par rapport à certaines matières, des adultes qui vont pouvoir parler d'une matière qu'on retrouve dans éventuellement plusieurs pays, mais qu'on n'utilise pas de la même manière. Donc des échanges comme ça qui vont venir par l'activité via l'enfant. C'est pas l'activité, c'est l'activité partagée, mais qui n'est pas l'activité adulte à la base. Et puis le maillage aussi, une petite intervention sur le financement, c'est qu'on va aller vers des quartiers politiques de la ville, grâce aux contrats de ville, qui ne sont pas fléchés essentiellement culture ou petite enfance, et nous on s'immisce un petit peu là-dedans. Ça fait du sens avec les projets qui sont qui vont après rentrer dans la cité éducative aussi, qui sont pour les 0-25 ans. Du coup, on est assez peu nombreux sur ce secteur-là, mais à proposer quand même toujours quelque chose en lien avec les artistes. Alors qu'il y a beaucoup de choses au niveau éducatif. Nous, on a c'est un prisme éducatif, mais par la culture. Très bien, merci. Alors, sur cette question de ce que vous avez évoqué de la réminiscence de parents qui font une expérience et qui pensent à leur culture, parce que c'est vrai que c'est un territoire qui est riche culturellement parlant au niveau de la Seine-Saint-Denis. Là, on a parlé plutôt des arts plastiques, de la musique, de la danse. Là, pour terminer, on va finir avec une question avec Émile Jadoul, donc là, qui va plutôt interroger le livre. Et justement, c'est comment, par votre travail et donc plutôt le trait minimaliste et l'universalité des thèmes abordés, donc avec la série de Léon, comment vos livres, en fait, qui sont des objets, permettent cette rencontre et peut-être cette réminiscence de certains parents avec leur culture à créer le lien entre parents-enfants ou même professionnels-enfants? Alors, on m'entend comme ça? Oui. Alors, pour la petite histoire, je suis le fils d'une maman qui était gardienne d'enfants. Donc, bouclé. Donc, j'ai côtoyé évidemment beaucoup de petits quand j'étais adolescent, mais j'ai aussi côtoyé beaucoup de parents qui revenaient chercher ces enfants. Donc, je les ai beaucoup observés. Alors, de là à dire si... grâce à eux, je fais des livres. Le pas est un peu grand. Mais c'est vrai que j'observe énormément ces parents, ces enfants. Et le dénominateur commun, c'est la sphère familiale de mes albums. Donc le dénominateur commun de mes albums, c'est la sphère familiale. Et donc je vais chercher les enfants dans ce qui leur est proche, dans ce qu'ils connaissent. Et puis forcément, ces enfants ont des parents, 2 parents ou un parent en tout cas. Donc dans mes histoires, il y a des histoires monoparentales. Et je sais effectivement que l'un et l'autre se retrouvent au centre de cette histoire.
Ce sont des thèmes donc, du quotidien. La seule chose moi, que je ne souhaite pas évidemment que soient mes livres, en tout cas ce n'est pas un livre médicament. Ça c'est évident, ce n'est pas un remède. Alors ça peut aider en tout cas hein, face à une certaine situation, mais je suis un peu contre ce principe du livre médicament. J'ai un problème, donc je prends tel livre, je prends un autre livre. Donc moi, je n'avance pas dans cette sphère-là. Mais voilà, j'essaye simplement de faire le lien, en tout cas, entre les parents et leurs enfants, dans un vécu commun, ou en tout cas aussi avec des professionnels de la petite enfance. On a vu tout à l'heure, je ne sais plus qui, en tout cas, c'était Sarah, si je dis juste, qui avait mais la maison, en tout cas, la maison qu'elle avait restaurée, où il y avait une bibliothèque, effectivement, dans cette maison, ça me paraît essentiel. Ça me paraît essentiel que la place du livre soit dans une structure petite enfance, qu'elle soit aussi évidemment dans chaque famille, hein, que ce livre soit dans chaque famille, mais en tout cas dans la sphère d'accueil, ça me paraît essentiel parce que il y a plein d'autres choses évidemment à faire, mais il y a aussi ces moments lecture qui pour moi sont importants, qui réunissent en tout cas, et effectivement peuvent amener un autre regard peut-être sur une situation vécue par l'enfant, vécue par les parents. Donc voilà un peu comment moi je fais le lien. Après, je travaille chez moi, donc moi je suis loin évidemment de... Alors même si je rencontre beaucoup d'enfants en dehors de mon travail grâce à des résidences, salons du livre, etc., où je vais en amont dans des écoles. Hormis ça, je veux dire, je rencontre très peu d'enfants. Je suis chez moi dans mon atelier, donc sur mes albums, sur mes images, sur la création de textes. Je rencontre mon éditrice, mais je ne suis pas en contact direct avec des enfants au moment forcément de la création de mon album. Donc je ne suis pas comme vous ici présents et plusieurs personnes présentes dans le public, évidemment, en continu avec des enfants. Donc voilà, j'essaye moi de mon côté d'amener quelque chose, d'amener un plus, en étant évidemment hyper convaincu que le livre a sa place dans toutes ces structures. Oui, c'est pas du tout un livre médicament, mais plus un livre lien. C'est un médiateur, plutôt que de se dire, j'ai ce problème-là, je vais aller prendre ce livre-là. C'est prendre un livre et voir comment même le parent peut être émerveillé ou étonné de ce qui se passe dans le livre et s'étonner avec son enfant à la lecture. Et c'est rendre aussi et à l'enfant et aux parents la place qu'il a. Moi, je malmène un peu les papas dans mes albums. Eh bien, je trouve que ça fait du... J'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça, des retours plutôt positifs, puisqu'on présente souvent le papa, en tout cas, comme l'autorité magistrale. Et heureusement, ça a bien changé. Et donc, moi, je rends un peu justice aussi à ces papas et à ces enfants aussi, qui se rendent compte qu'effectivement, un papa, c'est peut-être pas un super-héros. Et voilà, il a un papa comme tout le monde. Et le papa qui lit cette histoire va se dire, oui, finalement... donc, le lien se fait par là aussi. Voilà. Ce qu'on retrouve avec vos témoignages, c'est surtout que ça permet de vivre un instant partagé, en fait. Que ce soit par le livre ou par l'art ou par la médiation. Oui, tout à fait. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci pour toutes vos interventions si inspirantes. Je voulais partager quelque chose qu'on avait dit lors d'une journée qu'on avait organisée sur la médiation culturelle et que j'avais trouvé très pertinente, sur la question aussi de la médiation et l'importance de partager toutes ces richesses culturelles. C'est aussi la culture professionnelle dont tu as un peu parlé, Émilie. Et j'avais trouvé cette idée très intéressante, le fait de demander aux médiateurs et médiatrices culturelles de passer une journée en structure et inversement, aux personnes exerçant dans les structures, de passer une journée au musée en tant que peut-être visiteur, visiteuse, mais aussi peut-être en tant que médiateur, médiatrice, et de pouvoir
du coup créer des ponts entre ces deux professionnalités et voir qu'il y en a plein. Et ça permettrait à tout à chacun de comprendre en fait la complexité, à créer du lien entre le milieu de la petite enfance et la culture, parce que c'est pas non plus si simple en fait. Enfin, quand on veut créer du simple, c'est un peu compliqué à mettre en place. Et j'avais trouvé cette idée très très belle, donc c'est pas moi qui l'ai dit, mais je vous la partage. Je réagis volontiers là-dessus. Je crois qu'effectivement, tout doit se mêler. C'est-à-dire que c'est séparation, l'enfance, c'est l'enfance. On est adulte, les personnes âgées sont dans leurs univers et il y a d'autres univers pour les enfants. Et pour ce qui concerne l'éveil culturel et artistique, moi j'ai aussi une approche, je me dis, bon, ça fait partie de la Convention internationale des droits de l'enfant, hein, c'est pas si on veut, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est voilà, c'est un droit de l'enfant, l'accès à l'art et à la culture. On l'oublie, on le fait passer après, puis on se dit si on a le temps et on fera ça. Et pour remédier à ça, je crois que la meilleure solution, c'est d'intégrer ça vraiment dans un quotidien permanent, hein, et pas se dire on va faire un moment de créativité, ça ne veut rien dire. Hein. Faire un temps de créativité, un atelier créativité. La créativité, l'enfant est créatif tout le temps, H24. Et le problème notamment de la démocratisation culturelle, je dirais, pour tous les pros de la culture, se pose aussi, à mon avis, à un niveau. Si on imagine que les enfants tout petits vivent dans un niveau, alors je mets des guillemets, hein, parce qu'il y a des expériences magnifiques qui sortent de ce cadre, mais un niveau de monde filtré de pauvreté culturelle, en quelque sorte, parce que dans ce monde-là, on ne fait pas rentrer les arts, à part la littérature enfantine, qui est le seul art qui est rentré avec force et qui est maintenant voilà, avec des auteurs de qualité, avec des illustrations incroyables. C'est le seul domaine artistique qui a pénétré la petite enfance. Le reste, ça reste à l'extérieur. L'architecture me questionne parce que des fois, il y a des architectes qui font des lieux de vie de la petite enfance sur lesquels on ne peut pas accrocher un dessin. Donc c'est un art qui empêche la créativité de naître. C'est une question. Je me suis dit, il faudrait rencontrer des architectes pour leur poser cette question-là. Comment on peut censurer l'art des tout-petits en étant soi-même du domaine de l'art. Mais juste pour finir sur cette question de l'éveil culturel et artistique et du terreau de l'éveil culturel et artistique, cette strate, hein, où les professionnels de la culture ne s'occupent pas, sauf un spectacle de temps en temps, sauf une venue au musée, de ce qui se passe dans le quotidien des jeunes enfants, c'est comme on a un vide. Puis tout d'un coup, on va 2 fois au musée, on a fait de l'éveil culturel et artistique. Si ce terreau-là était totalement enrichi, si les enfants avaient dans les mains des beaux livres de photos, s'ils avaient des nuanciers de couleurs incroyables, si on les emmenait, si on leur faisait écouter de la musique, mais pas de temps en temps, leur vie doit être remplie de tout ça. On n'aurait plus cette marche incroyable pour se dire maintenant on va les éveiller culturellement et comment, et c'est un débat, mais alors ça dure depuis tellement d'années, comment on peut amener les tout-petits au musée. Que le musée déjà vienne, mais que simplement les professionnels de la petite enfance, qui sont des ambassadeurs de vie, prennent cette vie dans la plus large possible et la portent aux enfants, tout simplement. Et oui, c'est simple, alors on pourrait débattre là-dessus, c'est simple comme bonjour. Une question d'espace, une question de matériel, une question d'audace, mais c'est tout simple. Et ça peut advenir dans tous les moments de la vie de l'enfant, sans se dire « Ah, maintenant on fait de l'art, ah, maintenant on fait de l'éveil culturel, maintenant on fait de la créativité ». Non, on vit. C'est ça, la représentation que l'on a, le rapport que l'on a à la vie qui ne va pas. Dans ces milieux-là, il faut revenir à la vie. C'est mon point de vue. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Merci beaucoup à vous. Merci de votre présence. Il est maintenant l'heure de clôturer cette journée. Merci beaucoup de votre présence et rendez-vous en mars 2025 pour la semaine de la petite enfance. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci.